C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Ce lundi 8 mai, les élèves finalistes de l'humanité en RDC ont débuté les épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023. Plus d'un million de ces apprenants ont commencé ces examens d'État avec la dissertation. Et puis à l'international, les producteurs de lithium au Zimbabwe éprouvent des difficultés pour écouler leur stock du fait de la décision du gouvernement interdisant l'exportation des brutes. Leur inquiétude est surtout l'absence d'infrastructures dédiées au traitement de cette matière première incontournable dans la transition énergétique. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. On va commencer ce journal avec cette information en bref. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le président de la République se trouve depuis ce dimanche soir à Windhoek, en Namibie, pour les travaux d'un sommet de Troïka de la SADC. De ses assises, la RDC obtient obtient l'envoi sur son sol et dans quelques jours de la brigade des soldats des pays membres à l'est de la RDC qui viendront s'ajouter aux militaires angolais avec un mandat qui serait offensif. Des sources de la présidence de la République, on apprend qu'avec ce nouveau déploiement de la SADC, les jours de la force de l'EAC sont comptés au regard des résultats de leur activité dans l'est du pays jugés mitigés. On va sûrement revenir avec force détail sur ce dossier. Début ce lundi 8 mai, les épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue de la République ont débuté. Plus d'un million d'élèves étaient attendus à cette édition. Le premier jour a été consacré aux épreuves de dissertation. À cet effet, la rédaction de Géopolis Télévision a rencontré quelques élèves finalistes qui ont parlé du déroulement de cet examen. Patience Lokeke et Giscard Antamba pour le reportage. Les élèves finalistes du secondaire de la République démocratique du Congo ont débuté ce lundi 8 mai les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2022-2023. Pour cette première journée, les finalistes du secondaire étaient confrontés à l'épreuve de dissertation. Quelques élèves trouvés sur les centres d'examen d'État au collège Sainte-Anne de la Gombe se sont exprimés au micro de Géopolis Télévision. Bon, pour aujourd'hui, suite à les épreuves de la dissertation, ça s'est vraiment bien passé. Il y avait vraiment les inspecteurs qui nous surveillaient et aussi le surveillant était cool avec nous. On a vraiment bien fait ça. Bon, c'était protéger l'environnement, c'est protéger toute l'humanité et permettre à sa survie. Aujourd'hui, on avait l'épreuve de la dissertation. C'était bien passé malgré il y avait des sujets qui étaient durs à faire, mais on s'est quand même s'en sortir. Sur le sujet numéro 6 qui parlait de la jeunesse, c'est le vieux qui te la donnera. Concernant d'autres épreuves hors session, telles que le français oral et la pratique professionnelle, se feront respectivement du 10 au 16 mai et du 17 au 20 mai 2023. Signalons que pour cette édition 2022-2023, plus d'1 million d'élèves sont attendus, dont 409 478 000 filles. On va souhaiter bonne chance aux élèves finalistes. Le Premier ministre Samalou Kondé a effectué une visite d'inspection ce samedi sur le site où sont érigés d'imposants bâtiments destinés à abriter le centre financier de Kinshasa, le centre de congrès de Kinshasa et un hôtel au bénéfice des ministères des Finances et du Budget ainsi que plusieurs d'autres services connexes. Le Premier ministre est sorti de ce grand chantier satisfait de l'évolution des travaux et rassuré de la tenue du délai de la fin de ces travaux en décembre 2023 comme annoncé au départ. Sur le site où se construit le centre financier de Kinshasa, situé dans l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et le palais de justice de la Gombe, tout est en mouvement. Les ouvriers sont à l'œuvre. C'est dans cette ambiance que le Premier ministre Samalou Kondé a effectué sa visite d'inspection de ces travaux avec d'autres membres du gouvernement, notamment les ministres d'État en charge du budget, de l'aménagement du territoire et des infrastructures et travaux publics, mais aussi les ministres des Finances et de la communication immédiate. Le chef du gouvernement congolais s'est montré satisfait de l'avancement des travaux. Je découvre que 7 mois après le début des travaux, en tout cas il y a une vitesse assez impressionnante sur l'évolution des travaux et surtout je suis content de voir tout ce qui va connecter en fait ce centre financier. Nous aurons un centre de congrès, nous aurons
bien sûr un hôtel qui pourra aussi accueillir tous ces congressistes qui viendront. Et nous aurons les autres services rattachés qui pourront directement interconnecter à travers ce centre et permettre finalement d'avoir plusieurs opérations en un seul endroit. Et les deux services financiers qui servent justement le gouvernement, notamment le ministère du Budget et le ministère des Finances. Ce chantier lancé par le chef de l'État doit finir en décembre de cette année. C'est ce que Sama Lukonde espère aussi, que le délai soit respecté. Et espérer, comme cela a été annoncé, qu'on puisse les avoir à la fin de cette année. À côté de cela, bien sûr, d'autres projets qui sont à côté de celui-ci, notamment l'office de route qui va venir et puis l'amélioration et l'embellissement au niveau du palais de justice. La construction de ce centre financier, rappelons-le, est un grand projet avec un coût de 300 millions de dollars américains, fruit de la coopération entre la République démocratique du Congo et la Turquie après la signature des accords intervenus en mi-2022 en présence de président Félix Tshisekedi et Recep Tayyip Erdogan à Kinshasa lors de sa visite officielle. Dans l'ensemble, 5 imposants immeubles seront construits et devront abriter, entre autres, la nouvelle direction du Trésor, la Data Center, qui rentre dans le cadre de la digitalisation du pays, un hôtel 5 étoiles de 240 chambres, un centre de convention de 3000 places. Autre chose à présent, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'insurge contre le vol et le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC par les groupes armés. Dans son discours le 6 mai dernier, à l'ouverture des travaux du sommet sur l'accord cadre d'Addis Abeba, il a interpellé la communauté internationale face à l'insécurité persistante dans la partie est du pays qui a pour soubassement l'exploitation illégale et le pillage des ressources naturelles de la RDC. Suivons. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, s'insurge contre les vols et les pillages systématiques des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par les groupes armés. Dans son discours le 6 mai dernier, à l'ouverture des travaux du sommet sur la cocade d'Addis Abeba, il a interpellé la communauté internationale face à l'insécurité persistante dans la partie est du pays, qui a pour soubassement l'exploitation illégale et le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est très riche en ressources naturelles. Ce patrimoine appartient au peuple congolais. Nous devons veiller à ce qu'il devienne une source de prospérité et de développement et non de conflits, de rivalités et d'exploitation insoutenables, a déclaré la cheville ouvrière des Nations Unies. Une déclaration qui intervient 24 heures après le démantèlement d'un réseau de criminels économiques à l'est du pays par les renseignements militaires. Ce réseau de criminels économiques a été attrapé la main dans les sacs dans la province du Sud Kivu, avec plus de 22 kilos d'or, des appareils de télécommunications, de l'argent liquide en diverses monnaies et des effets militaires. On va rester dans le même chapitre sur instruction du président de la République, chef de l'État Félix Tshisekedi. La ministre nationale des Mines, Antoinette Samba Kalambaye, a lancé ce lundi la campagne de communication sur la détermination du gouvernement à lutter efficacement contre le trafic d'or et les risques encourus par tout individu, service administratif ou toute institution qui se livre à cette trahison de la nation. Des plus amples détails dans cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. Très chers compatriotes, plusieurs sources crédibles font état du lien existant entre les exploitations illégales de ressources minérales de la République démocratique du Congo et les activités des groupes armés agissant pour le compte de certains de nos pays voisins membres de la CIRGL. La fraude résultant de ce qui précède prive le pays des capitaux qui pouvaient financer davantage la construction des routes, des hôpitaux, des écoles, et j'en passe. Autant dans la province d'extraction que dans l'ensemble du territoire national. En 20 ans, le pays n'a pas pu recycler dans son économie environ plusieurs milliers de milliards de francs congolais, équivalent à plus de 30 milliards de dollars américains, ce qui aurait permis la réalisation des activités d'intérêt général à impact durable.
En ma qualité de ministre des Mines, j'ai chargé la Commission nationale de lutte contre la fraude et la contrebande minière à poser tous les actes nécessaires à la constitution des dossiers à soumettre aux instances judiciaires compétentes. Par ailleurs, j'ai instruit tous les services techniques de mon ministère à démarrer une campagne de sensibilisation dans le respect de la législation en vigueur afin que personne n'en prétexte ignorance. Il est temps de mettre fin au trafic illégal des minerais. Pour conclure, je rappelle une fois de plus la volonté et la détermination du président de la République, chef de l'État, appuyé par le Premier ministre, chef du gouvernement, à ne ménager aucun effort pour faire rechercher et réprimer sévèrement tous les cas de fraude minière afin de bâtir un Congo fort, prospère et solidaire. La fraude, c'est aussi dans nos frontières où il faut dénoncer toute personne qui est impliquée de près ou de loin dans les opérations d'importation et d'exportation illégales, a déclaré le gouverneur ad intérim de la province du Sud Kivu, Marc Malago, qui a tout de même souligné que l'autorité provinciale sera sans pitié vis-à-vis des récalcitrants, déclaration faite lors de sa visite au poste frontalier de la Ruzizi 1. C'est au poste frontalier de la Ruzizi 1er que le gouverneur ad intérim du Sud Kivu, Marc Malago Kachekere, a effectué une visite en vue de s'imprégner du bon fonctionnement de services habilités à œuvrer aux frontières, et cela conformément à l'esprit de l'ordre opérationnel. Après un briefing, le gouverneur ad intérim, Marc Malago Kachekere, a échangé avec les membres du comité de l'ordre opérationnel. Ensemble, ils ont passé en revue la situation de ces points d'entrée du pays où certains opérateurs économiques ont opté la voie de la fraude dans les opérations d'exportation et d'importation. L'autorité provinciale a demandé aux services habilités de dénoncer toute personne, de loin ou de près, impliquée dans la fraude, car, dit-il, le gouvernement provincial sera sans pitié vis-à-vis de ces personnes. Par la suite, il s'est adressé aux agents et cadres des services œuvrant aux frontières. Le gouverneur ad intérim, Marc Malago Kachekere, les a sensibilisés au civisme fiscal, au respect de la réglementation en vigueur et au respect patriotisme, en évitant d'aider les ennemis de la RDC, surtout en cette période d'agression rwandaise. Comme vous le savez, les postes frontaliers sont des portes d'entrée et de sortie, et qui dit porte, tout peut passer par une porte. Alors il fallait retransmettre le message du chef de l'État, incitant tout Congolais à la défense de la patrie et à l'éveil patriotique. Donc on l'a retransmis, on a d'abord parlé avec les leaders, donc les autorités, et par après nous sommes descendus jusqu'à vers les agents pour leur transmettre. L'échange a été effectué et nous pensons que les résolutions prises dans ces assises seront mises en application dès les heures qui vont suivre. Avant de regagner le centre-ville, le gouverneur ad intérim, Marc Malago Kachekere, a instruit les membres du Conseil provincial de sécurité de veiller sans faille à l'application de l'ordonnance présidentielle instituant. Autre chose à présent, participation de la femme congolaise au processus électoral et l'harmonisation des agendas sur les activités à mener dans le cadre de la collaboration entre le ministère du Genre et l'UNICEF était l'objet des échanges que la ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Mouloko, a eu avec le représentant pays de l'UNICEF en RDC, grand Philippe Leaïti. Ils se sont rencontrés ce lundi 8 mai lors d'une audience. Philippe Leaïti fait le point. Je m'appelle Grand Leaïti, représentant pays de l'UNICEF. Oui, donc effectivement, il s'agissait d'une visite courtoisie. On a évidemment félicité le ministre pour sa nomination. Et puis, on voulait aussi, parce que l'année, c'est une année importante, année des élections, mais aussi avec le changement des ministres, on a dû patienter pour la discussion par rapport à l'ensemble des activités avec notre coopération. Donc, par exemple, l'année dernière, on a travaillé ensemble pour convoquer le Forum du FI. C'était le fin novembre dans l'hôtel du Fleuve. On aimerait voir la suite. Il y a aussi la question de comment travailler ensemble pour le processus des élections vis-à-vis de participation femmes.
et aussi vis-à-vis de vérification qu'il n'y a pas d'enfants dans le registre pour les élections de cette année. Et effectivement, d'autres volets de coopération. L'année dernière, on a assisté à la cérémonie pour le lancement du Conseil national des enfants et le Parlement. Voilà, donc c'était un peu pour échanger comment avancer sur tous ces dossiers sous la nouvelle direction. Et donc, non, c'était vraiment une très bonne rencontre. Et on garde vers le devant pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir travailler ensemble. Mais vraiment content avec cette opportunité. Mesdames et messieurs, maintenant nous vous proposons le dossier du jour. Le dossier du jour de ce lundi 8 mai, on va parler de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui est l'occasion de célébrer l'esprit humain, humanitaire et de rendre hommage aux personnes qui font la différence dans leur communauté. C'était cette année, le thème est « Nous faisons tout avec le cœur ». En RDC, ces bénévoles rencontrent d'énormes difficultés, surtout avec la croissance de la crise humanitaire liée au conflit dans la partie Est. Enoch Issei et Rachel Misenga. Depuis plus d'une décennie, la République démocratique du Congo vit sous le coup d'une crise humanitaire complexe et multiforme. Les produits des violents conflits armés qui font rage dans diverses régions, du nombre élevé de personnes déplacées et des réfugiés, d'épidémies fréquentes, des conflits locaux et d'un contexte général caractérisé par la pauvreté et des conditions d'existence précaires. Sur une population d'environ 100 millions d'habitants, plus de 2,9 millions de personnes sont actuellement déplacées à l'intérieur du pays. Le conflit et les climats de peur ont poussé des millions de personnes à fuir leurs foyers et leurs terres, créant ainsi d'importants besoins en biens de subsistance, d'alimentation et d'accès aux services essentiels, notamment le soin de santé. La RDC fréquemment touchée par des épidémies et également vulnérable aux catastrophes naturelles telles que ce qui contribue à fragiliser la population. En cas de l'inondation des Caléés ayant causé plus de 400 morts et plusieurs disparus. En dépit de tout, elle se demeure toujours près des centres de santé pour apporter son soutien tant soit peu pour le bien-être de la population vulnérable. Mes sincères remerciements à la Croix-Rouge avec son partenaire UNICEF pour l'appui qu'il est en train de réaliser au sein de notre aire de santé Lubena. Et en fait, la Croix-Rouge est venue nous épauler dans la prise en charge des populations déplacées. La Croix-Rouge en RDC rencontre d'énormes difficultés pour être efficace et efficient sur les terrains. Aucun soutien consistant de la part du gouvernement congolais pour ces personnes qui travaillent dans les bénévolats en vue de sauver des vies. Elle n'est survie que d'aide des organismes internationaux, a fait savoir l'un des leurs qui a requis l'anonymat. Malgré des conditions de travail extrêmement difficiles, la Croix-Rouge continue de venir en aide aux personnes les plus vulnérables, ce qui justifie la volonté de M. Grégoire Matesso, président national de la Croix-Rouge de la RDC, à doter la ville de Kinshasa d'un hôpital humanitaire dont la concession est déjà clôturée dans la commune de Kitambo et le renforcement des capacités des secouristes congolais. Parmi les difficultés auxquelles les bénévoles font face, il y a le manque d'infrastructures, le manque de matériel approprié pour le premier soin, mais aussi un faible taux d'enrôlés. Nous n'avons pas... Il y a les moyens des mobiliteurs, il y a le matériel pour la sensibilisation de la Croix-Rouge en Covid. Nous manquons même l'ambulance. Il y a le matériel de sensibilisation, tel que les thermomètres pour détecter.
Parler de la Croix-Rouge, c'est parler aussi de la journée mondiale célébrée chaque 8 mai. L'idée derrière cette journée est née après la Première Guerre mondiale, lorsque la 14e conférence internationale de la Croix-Rouge a débattu d'une action annuelle qui pourrait se dérouler dans le monde entier et qui constituerait une contribution majeure à la paix. Le 8 mai a finalement été choisi parce que faisant référence au jour de naissance du fondateur du Comité international de la Croix-Rouge, Henri Dunant. Voilà, mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision. Maintenant, on va parler de l'actualité au-delà de nos frontières. Commençons par cette information que j'ai annoncée à l'entame de ce journal. Élément essentiel dans la fabrication des batteries des voitures électriques, le lithium est devenu une ressource prisée dans la course à la transition énergétique au Zimbabwe, pays qui ambitionne d'assurer 20% de la demande mondiale de ce minerai. Le gouvernement maintient l'interdiction d'exporter le lithium brut, une mesure prise depuis décembre 2022, mais qui ne fait pas les affaires des producteurs qui accumulent des stocks du fait de l'absence d'infrastructures de traitement. Edouard Funda. Sur les marchés chinois, plus grand marché des véhicules électriques au monde, la tonne de carbonate de lithium a atteint en novembre 2022 le seuil de 86 000 $ la tonne avant de retomber au premier trimestre 2023 en deçà de 57 000 $ la tonne. Mais au Zimbabwe, principal exportateur africain de lithium, le minerai brut est exporté à un prix compris entre 300 et 600 $ la tonne. Une situation générant d'énormes pertes pour le pays qui a décidé depuis 2022 d'interdire l'exportation du lithium brut pour mieux tirer profit des revenus sur la chaîne des valeurs de ces minerais prisés par l'industrie des véhicules électriques. Alors que les producteurs locaux se plaignent d'accumuler des stocks qu'ils ne peuvent exporter faute des capacités de transformation, le gouvernement affirme qu'il ne reviendra pas sur cette mesure. Outre les batteries de voitures électriques, le lithium est aussi utilisé dans les verres et céramiques, le traitement de l'air, la métallurgie de l'aluminium, les fondants de moulage pour la production d'acier, les graisses lubrifiantes. Le Zimbabwe, seul pays à produire le lithium sur le continent africain et 5e à travers le monde, ambitionne de fournir 20% de la demande mondiale en améliorant sa production. Le gouvernement veut tirer parti des gains substantiels sur la chaîne des valeurs de ces minéraux. Au Zimbabwe, le secteur minier génère 16% du produit intérieur brut et représente 60% des exportations du pays d'Afrique australe. Le président Emmerson Mnangagwa a fixé au pouvoir public et à l'industrie d'atteindre 12 milliards de dollars de revenus d'exportation liés au secteur minier en 2023. L'information internationale, c'est aussi le chancelier allemand Olaf Scholz et le président de la République du Kenya, William Ruto, qui se sont engagés vendredi 5 mai à Nairobi à œuvrer ensemble pour permettre aux pays d'Afrique de l'Est d'améliorer l'exploitation de l'énergie géothermique. Le Kenya dispose en effet d'un potentiel de 10 000 MW de cette énergie basée sur l'exploitation de la chaleur du sous-sol et des eaux souterraines, principalement dans les régions volcaniques, mais ne l'exploite actuellement qu'à 9%. Edouard Funda pour les détails. Le Kenya dispose d'un potentiel géothermique estimé à 10 000 MW et compte l'exploiter pour atteindre 100% des renouvelables en 2030 contre 89% dans le mix électrique fin 2022. L'Allemagne, à travers le chancelier, s'est engagée vendredi 5 mai 2023 à soutenir le Kenya dans cette voie en finançant l'expansion de la centrale géothermique d'Olkaria située dans le comté de Nakuru à 120 km au nord-ouest de la capitale Nairobi. La centrale devrait produire 280 MW d'énergie géothermique. Pour le chef de l'État kenyan, William Ruto, cet engagement arrive au moment où le Kenya est sur la voie d'atteindre ses objectifs climatiques en produisant 100% d'énergie renouvelable pour ses besoins d'électricité. La géothermie basée sur l'exploitation de la chaleur du sous-sol et des eaux souterraines pour faire tourner des turbines des centrales électriques, en particulier dans les régions volcaniques, est une richesse du Kenya. Sur un parc de production d'électricité évalué à 3000 MW à fin 2022, la géothermie y assurait environ 900 MW, dont 799 MW fournis par la société
de production électrique du Kenya, KenGen. Le pays d'Afrique de l'Est projette d'ici 2030 de porter son parc de production d'électricité à 6000 MW avec 100% des renouvelables et 2000 MW assurés par l'énergie géothermique et l'hydroélectricité. En juin 2022, le pays d'Afrique de l'Est a été désigné champion du Commonwealth sur l'énergie géothermique du fait de ses réalisations dans ces secteurs. Outre le partenariat en matière de géothermie, le chancelier allemand a aussi convenu avec son homologue d'un soutien financier et technique pour la semaine africaine du climat prévue à Nairobi du 4 au 8 septembre 2023. Il s'agit d'un événement régional important soutenu par l'ONU Climat en prélude à la COP28 qui se tiendra à Dubaï en décembre 2023. À présent, on va suivre la lecture des journaux parus ce lundi dans la capitale. Place à la revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Ouvrons cette séance de lecture des journaux parus à Kinshasa ce lundi par ce titre de l'avenir: Inondation à Calais, Kinshasa, Tshisekedi au chevet des sinistrés. Selon le quotidien, le drame de Calais n'a pas laissé Kinshasa, mieux le président de la République indifférent. Et ce, contrairement à ce qu'ont raconté les oiseaux des mauvais augures. En effet, non seulement qu'un deuil national a été décrété sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 8 mai 2023, le président de la République a dépêché une forte délégation gouvernementale et parlementaire pour assister les sinistrés. La mission de cette délégation est double: présenter les condoléances des dirigeants aux familles éplorées d'un côté et de l'autre, leur apporter une assistance en vivres et non-vivres, a signalé le journal. Le média en ligne info.cd reprend les propos de Denis Mukwege déplorant les conditions d'enterrement des sinistrés et qui a déclaré: entasser les corps dans une fosse commune témoigne d'un manque de respect des défunts et de leurs familles et de l'incurie des institutions, a laissé entendre ce célèbre médecin congolais qui a invité la société civile du Sud Kivu à se remuer pour exiger une sépulture digne au bénéfice des victimes. Autre chose qui ont intéressé la presse, c'est aussi la marche du 13 mai projetée par l'opposition à la prospérité de titrer: marche du samedi 13 mai prochain, Katumbi Fayulu Matata en concertation à huis clos sans Sanga, s'exclame le tabloïd de Montfleury. Encore le journal, les trois leaders de ce bloc ont, au cours de leur séance de travail ce samedi 6 mai, peaufiné les stratégies pour le samedi 13 mai prochain. Une mobilisation populaire qui vise à dénoncer la cherté des prix des denrées de première nécessité, la hausse du taux d'échange, les bonnes élections en décembre 2023. Dans la même veine, Congo Nouveau met sur sa une: candidat unique, ce que craint l'opposition. Lorsque Martin Fayulu, Délice Sanga, Augustin Matata Pogno et Moïse Katumbi s'étaient donné rendez-vous à Lubumbashi, écrit le journal, d'aucuns avaient pensé qu'ils allaient se mettre d'accord sur deux points, notamment la mise en place d'une coalition politique et la désignation d'un candidat unique. Que non, s'exclame le journal, qui révèle en outre qu'un autre cadre de l'opposition lui a révélé que la stratégie arrêtée est celle de ne pas présenter son joker par peur qu'il soit livré au pouvoir. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. C'est avec cette rubrique de revue de presse que nous mettons un terme à ce journal. Mais avant de nous quitter complètement, je vous rappelle les différents titres. Ce lundi 8 mai, les élèves finalistes de l'humanité en RDC ont débuté les épreuves hors session de l'examen d'État. Plus d'1 million de ces apprenants ont commencé ces examens avec la dissertation. Et puis à l'international, les producteurs de lithium au Zimbabwe éprouvent d'énormes difficultés pour écouler leur stock du fait de la décision du gouvernement interdisant l'exportation des brutes. Leur inquiétude est surtout l'absence des infrastructures dédiées au traitement de cette matière incontournable dans la transition énergétique que connaît le monde. Ce journal est complètement terminé. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi et le rendez-vous est pris pour demain.